arduti. Rayat ametziut betsurat partanit bilvad misheira et kochot achaim betsuratam agolamit ve'ena mefater chotam. C'est très puissant. Vraiment, on va essayer de prendre le temps pour expliquer. Donc on avait expliqué donc que le Rambam dans ses Sefer Shmona Prakim, il a comme but de nous expliquer la ma'out de la neshama, l'essence de la neshama. Donc premièrement, on va voir, on va bientôt y arriver, dans le premier Pérec, qu'il va nous faire une map, il va nous dessiner le Nefesh, et maintenant, justement après, pour pouvoir nous détailler ce qui est l'essence de l'âme. Dans la plupart des livres de psychologie, dans la plupart des livres aussi de Moussar, on ne va pas rentrer spécialement dans la maout de l'âme. Dans la chassidoute, beaucoup plus, on va beaucoup plus s'y intéresser, mais justement, ce que les maîtres du Moussar, ils ont voulu essayer, et les goïms dans la psychologie, ils ont essayé de faire pendant des années, c'est de déterminer justement tout ce qu'on appelle les Keli HaNefesh, toutes les forces de l'âme, et toutes leurs ramifications, afin d'avoir la possibilité justement d'avoir tout l'ensemble des forces de l'âme et de savoir comment les équilibrer, comment les utiliser, comment, s'il y a eu un traumatisme, arriver à les réparer ou à leur amener une guérison. Le Rambam, il s'est intéressé à l'amont de ça. Il s'est intéressé justement à la ma'out du Nefesh. Comprendre vraiment qu'est-ce qui tourne autour de l'âme. Le makif, ce qui va justement être une impulsion première de l'âme. On va voir qu'effectivement, que l'enfant, par exemple, dès ses premiers mois, il va déjà avoir la capacité de parler. Il va déjà prononcer ses premiers mots. Prononcer un mot, c'est quelque chose d'hyper compliqué. C'est-à-dire que nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement, un enfant de quelques mois, il arrive déjà à le faire. Mais en fait, les maasé, la technique qu'il faut utiliser pour dire et prononcer un mot, c'est extrêmement dur. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir conçu dans son esprit la lettre, savoir la prononcer, c'est déjà quelque chose. Mais après, et surtout, la plus grande difficulté, elle va être d'être capable d'assembler ces lettres les unes aux autres et de constituer un mot avec ces lettres-là. Que ce que j'ai fait en faisant ça, j'ai créé une ardoute, j'ai unifié les lettres pour en faire un mot. Je me suis servi du corps à ardoute, dont on a déjà commencé à beaucoup parler, et qu'on va justement essayer de pouvoir approfondir encore aujourd'hui. J'ai unifié des lettres pour pouvoir parler. Et ça, un enfant de quelques mois, il va déjà être capable de le faire. Moi, j'ai même surpris un de mes enfants, c'était incroyable que quelques jours même après sa naissance, il avait déjà prononcé un premier mot. Après, il n'a pas réussi pendant des mois et des mois et des mois, mais déjà, quelques jours après sa naissance, il avait dit un mot. Voilà, on dit que l'enfant commence à parler quand il commence à manger du pain, quand il y a des dents, quand c'est un peu... Parler, c'est-à-dire qu'on parle de premier mot vis-à-vis avec du date, ça veut dire peut-être à savoir ce qu'il dit. C'est sûr qu'au bout de quelques jours de naissance, mon fils ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Mais malgré tout, il avait déjà assemblé des lettres. Pourquoi ? Parce que c'est une force qui dépasse justement la nature humaine. Savoir lier les lettres, c'est quelque chose qui dépasse complètement la nature humaine. C'est une force qui est justement dans l'âme, au plus profond et au plus haut de l'âme. Et c'est pour ça qu'il a été capable de le faire. Maintenant, justement, je voudrais introduire ce cours en expliquant qu'effectivement, comme on l'a dit, on n'est pas les seuls à vouloir essayer de comprendre et déterminer ce qu'est l'essence de l'âme. Parce que découvrir ce qu'est l'essence de l'âme, c'est finalement découvrir l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme dans son essence ? Et ça, c'est quelque chose de primordial. Si on veut arriver justement au but, si on veut réussir à déterminer concrètement ce qu'on a à faire dans ce monde, il faut qu'on découvre, comme on l'a expliqué, quelles sont nos forces. Mais ça, on l'avait expliqué. Vous avez des Keli HaNefesh, quelque chose qui m'est spécifique à moi. Mais il est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un projet pour la Neshama qui, elle, est au niveau, ce projet-là, qui est au niveau de l'ardoute, qui est au niveau de l'unicité, justement. Et qui va être le projet commun de tous les juifs et donc le projet commun de mon âme. Si je veux arriver justement à examiner le projet de mon existence, je vais passer de couche en couche, je vais essayer d'aller voir de plus en plus profond à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de ma émouna, pour aller découvrir finalement
le centre, la Nekuda merkazite de mon existence, qui sera Dieu. Dieu est un. Donc finalement, ouais, on est tous les êtres humains vont avoir ce projet d'aller essayer de découvrir justement quelle est la source première de nos forces. Les philosophes, ils se sont rués sur cette question, les psychologues aussi, les psychiatres aussi, parce que justement, quand on veut essayer de guérir quelqu'un, on le voit déjà dans la guérison d'un corps, guérir. Quand on veut guérir un corps, on va souvent essayer de déterminer les sibotes, les raisons d'un problème. Si je vois par exemple que mon patient, il a une tonne de boutons sur la peau, et que je vais lui donner une crème à mettre, il est fort possible en réalité que ça va aider, mais ça ne va pas régler le problème. Pourquoi ? Parce que la crème, elle va aider en substance, elle va lui faire disparaître les boutons qu'il a sur le corps, mais si c'est une infection qu'il a au niveau du sang, je peux toujours essayer de mettre de la crème, ça reviendra parce que le problème il est dans le sang. Si je trouve la ciba du problème, je lui donne un médicament qui va justement désinfecter le sang, eh bien je vais être capable peut-être de régler le problème à sa racine. Donc l'humanité, elle veut constamment justement aller au bout du jeu. Chaque semaine, vous vous déplacez un petit peu. Non, mais parce que... Je sais, vous l'avez dit déjà. Et moi, ça me manque de vous voir si non, mais au contraire, comme ça, je prends un peu de recul, de hauteur. En tous les cas, donc l'humanité, l'humain va vouloir justement aller au plus profond. Et donc chacun, il va donner sa réponse. Et il y en a de plus en plus profondes. Elles sont toutes vraies. Bon, toutes vraies. Bien sûr, il y a des gens qui ont dit beaucoup de bêtises. Mais il est évident qu'il y a des gens qui ont dit des choses qui ne sont pas si fausses que ça. Il y a eu des découvertes à ce sujet-là qui sont très intéressantes. Entre autres, on citera par exemple Frankel, donc qui est juif, lui pour le coup, Viktor Frankel, qui a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Un sens à la vie, qui explique son expérience dans les camps de concentration. Et qui va justement, au travers de l'étude qu'il a fait dans les camps, il a sorti justement une thérapie qui s'appelle la thérapie du sens. C'est une thérapie qui est très intéressante parce qu'il s'est rendu compte que finalement, dans les camps, il y avait, plus un homme il donnait un sens à la souffrance, plus un homme il donnait un sens à ce qui lui arrivait, plus il avait des chances de se sortir du camp, plus il avait des chances de survivre dans les camps de la mort. Il a compris de là qu'en fait, finalement, le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne à nos vies, va être justement la force la plus essentielle de l'homme, la force la plus profonde chez l'homme, la force première. Il se trompe. Clairement, il se trompe. La Torah n'est pas du tout d'accord avec ça. D'accord ? La Torah va dire que le sens, il va prendre justement naissance entre la Emouna et l'intellect, mais il y a quelque chose qui dépasse de loin justement cette place dans la Neshama, qui est beaucoup plus haut. C'est celui justement qu'on va essayer, qu'on a déjà commencé à approfondir, à expliquer, à définir, et qu'on va continuer encore à approfondir. Mais ouais, c'est déjà une découverte qui est déjà pas mal, et qui nous permet de nous aider, et qui nous permet d'aider les gens qui sont autour de nous, parce qu'il est vrai, c'est pas faux, qu'à partir du moment où on donne un sens aux choses, on arrive à se connecter avec Hachem, ouais, d'une manière beaucoup plus forte. Se connecter même à nous-mêmes. On pourrait finalement être dans une vie, passer de jour en jour, d'étape en étape, sans donner de sens à tout ça. Je me lève le matin, je vais étudier, je prends mon petit déjeuner, je rejoins ma femme, je vais travailler, je rentre me coucher, etc. Je vais prier, et tout ça n'a aucun sens. C'est déjà un sens. Parce que vous lui avez donné un sens. Non, mais c'est déjà un sens en soi. Après, on ne l'a pas défini, mais c'est déjà... C'est juste des actions, ça peut être juste des actions. Ça peut être juste des... Oui, vous avez raison, qu'Akadosh Baruch Hu, dans son impulsion première, alors lui, il a donné un sens à tout ça. Mais est-ce que vous avez justement défini ce sens-là ? Est-ce que vous l'avez déterminé ce sens-là ? Pas encore. Voilà. Si c'est ça que vous voulez dire, je suis tout d'accord avec vous. Il y a un potentiel de sens dans chaque chose. Oui, ça c'est vrai. Mais l'action a un sens. Elle a un sens. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sens. Mais le truc, en vérité, quelqu'un qui dort, il n'y a pas de sens. Non, même dormir, ça a un sens. Parce qu'on dit que la Neshama, elle monte, monte dans la malchoute, et qu'elle se régénère, et qu'elle fait... Ouais, si on veut. Mais tout a un sens, je suis d'accord. Mais nous, on ne s'intéresse pas trop à ça. Pourquoi on ne s'intéresse pas trop à ça ? Parce que c'est qu'un potentiel. Et nous, ce qu'on veut aussi dans ce chiot, c'est de passer du potentiel à sa matérialisation.
Maintenant, nous, donc, du coup, on doit prendre conscience de ce sens-là. Donc, quand Viktor Frankl, il écrit son livre, il dévoile quelque chose de très intéressant. Lui, il va déterminer. Comment ? Il demande de prendre conscience. Donc, c'est vachement intéressant. Sa thérapie, elle est très intéressante. C'est passionnant de dire un truc pareil. Mais, bon, la Torah, elle en parle déjà. Mais, il faut comprendre finalement qu'il y a une erreur qui est fondamentale dans ce qu'il fait. Ce qui nous dévoile, nous, la Torah nous explique que ça s'appelle Keli HaNefesh. On est déjà dans l'intellect, un minimum. Ouais, c'est des forces de l'âme. Mais on n'est pas justement dans ce qu'on appelle l'essence de l'âme, qui dépasse de loin l'intellect. L'essence de l'âme, on dit, elle est Chelek Eloka Mimaal. Elle est un Chelek de la divinité. Donc, en étant Chelek de la divinité, elle dépasse de loin l'intellect. C'est super important de comprendre ça. Ça change tout dans la vie. Ça change tout, même nous, dans notre compréhension, notre faisabilité. On est donner un sens, quoi. Mais oui, mais justement, on ne veut peut-être même pas donner un sens à ce niveau-là pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est trouver l'impulsion première et trouver la force qui nous permettra, à un moment donné, c'est vrai, de donner un sens. Mais pas que. Ça va être aussi celle qui me permettra, justement, de faire naître de nouvelles forces, de faire naître mon potentiel, de faire naître une production parfaite, etc., etc. Je pourrais faire une liste comme ça pendant 1 heure à vous donner tout ce qu'un être qui va pouvoir justement faire vivre, faire exister grâce à cette force première, à ce corps qu'on appelle Maout Adam. Quand on comprend ça, on comprend finalement que c'est très vaste. C'est justement les non-juifs, et Frankl aussi dans toutes ces équipes-là, sont des gens qui vont, et c'est ça justement la grande différence entre celui qui étudie la Torah et celui qui va utiliser le chemin de la philosophie et du sechel, de la science pour essayer de déterminer quelque chose. Eux partent d'en bas et essayent avec, voilà, comme l'a fait Frankl, d'une étude, d'une remarque ou d'une observation et d'arriver à des conclusions. Et celui qui va étudier la Torah, qui va comprendre que la Torah est un don qui vient d'en haut, la Torah nous donne une vérité qui est absolue, à nous après de la faire descendre dans ce monde. C'est-à-dire quoi, la faire descendre dans ce monde ? La faire comprendre. Exactement. Pas que, mais effectivement, mais également de la comprendre. Mais par exemple aussi de l'observer dans ce monde. Ça veut dire qu'on va voir finalement que quand on va déterminer, définir qu'est-ce que la Maout de l'âme, on va voir que cette Maout de l'âme, elle n'est pas juste un concept divin, elle n'est pas juste un concept qui dépasse complètement l'homme, mais elle est un concept qui est concrètement dans notre métier ou dans notre réalité de tous les jours. C'est ça, faire descendre la Torah dans ce monde, faire descendre la divinité dans ce monde. Parce que ça, encore une fois, c'est des sujets qui sont hyper importants, on en parle constamment, mais est-ce qu'on a vraiment réussi à définir qu'est-ce que faire descendre la divinité dans le monde ? On l'entend à tirer à rigot, cette expression-là. Il faut faire descendre la divinité dans le monde, il faut faire vivre Hachem dans ce monde, dire à Batartonim, etc. On l'entend. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand je me lève le matin, quand je vais à ma tfila, ça veut dire quoi ? Dire à Batartonim. Alors, il y a plein de définitions. Je ne définirai pas tout aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire, puis même moi encore, je n'ai pas tout compris. Mais par contre, en réalité, une des définitions très importantes que justement on est en train de voir ici, c'est qu'il y a un dévoilement, il y a un reflet de la Maout, de l'essence, justement, qui va se retrouver dans toute la matière. C'est ça, c'est voir la divinité. Il y a quelque chose de divin qui a créé le monde, il y a un Ratson Hashem qui se dévoile dans ce monde. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de cette essence et il s'est servi de méthodes et il s'est servi d'outils pour créer ce monde, des réceptacles. Ça, c'est quelque chose que je retrouvais dans toute la matière. Quand j'ouvrirai les yeux, justement, on m'aura ouvert les yeux sur les clés de l'existence, je serai capable de retrouver au travers de l'histoire, au travers de mon histoire, au travers de mon fonctionnement, tous ces reflets de la créature, tous les reflets de la créature. Donc c'est très profond, ça touche tout, et c'est quelque chose qui justement qu'il faut s'habituer, il faut s'éduquer justement à ouvrir les yeux et à retrouver cette essence au travers de toute la matière. Donc finalement cette essence, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, puis en plus de ça,
on l'avait déjà déterminé, on l'a déjà cité plusieurs fois dans le shiurim, ce qu'on appelle le kohar à Ardout. Maintenant, il faut comprendre, donc, ce que nous dit le Rav ici, c'est que tant qu'un homme, il n'a pas réussi à ouvrir les yeux justement sur cette Ardout, c'est-à-dire sur cette unicité. Je vais pas le retraduire pendant tout le shiur, on se rappelle, Ardout, ça veut dire unité, unicité. Donc ça, on peut aller. Donc ce corps Ardout, il va justement nous ouvrir justement la porte donc, de la pnimiout, de l'intériorité des choses. Tant qu'un homme il regarde les choses comme des pratim, comme des particules, il ne sort pas encore d'un regard primitif sur l'existence. L'animal, il est incapable de voir la Ardout dans les choses. C'est la différence avec l'être humain. L'être humain, il a cette capacité-là. C'est pour ça que le Rambam, il dit « Da, chez Nefesh Adam » ou « Achat ». C'était la première phrase du Shmoné Prakim. Ouais. C'est-à-dire quoi, ou « Achat », on l'avait expliqué, parce qu'il est unique. Mais c'est à comprendre aussi, il est encore dans une nouvelle couche. On ouvre une troisième couche de compréhension dans cette fameuse phrase du Rambam. C'est que je suis capable, en fait, de considérer que le monde, tout ce qui existe dans ce monde, ne forme que quelque chose d'unique. Le Ratzon Hashem, il est un. La création, elle est une. Quand l'animal il va regarder quelque chose, vous mettez un coffre, vous mettez un singe devant une très belle peinture qui a réussi harmonieusement à mélanger de nombreuses couleurs, le singe il est incapable d'être fasciné par cette peinture. Attention, c'est un mauvais exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des expériences sur certains mammifères qui ont une réflexion aux couleurs, aux formes. Ouais, attention, il reconnaît les couleurs, moi je dis pas le non, contraire. aux formes, c'est-à-dire qu'il y a Même aux c'est pas formes. du tout, non, mais la même réaction, un mélange, c'est il y a une vraie interactivité, quoi. Il y a une interactivité, attention. Il y a Je ne des dis pas, déplacés, même je des ne dis déplacés. pas justement, on va donner cet exemple-là, je ne dis pas que l'animal, il ne peut pas conjuguer ses forces. Par exemple, la lionne qui chasse, Ouais. elle va réussir justement à conjuguer stratégie et combativité. Ouais. On le voit, quand Ouais. elle va jusqu'au bout, etc. Et en même temps, elle a une stratégie. Elle court Ouais. après les cerfs, il y en a 3 qui attendent de l'autre côté, etc. Ils se préparent avant de faire une attaque. Donc c'est pas qu'elle y va en mode primitif. Non, d'un côté, il y a une forme de stratégie. Donc elle a réussi à conjuguer quand même certaines forces. Je dis pas le contraire. L'animal, il peut comprendre, il peut avoir une réflexion, il peut avoir justement et reconnaître une couleur et après savoir lier certaines choses, etc. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas ça justement. C'est pas ça justement qu'on est en train de dire. C'est qu'il va être fasciné par contre par le mélange et l'harmonie de la couleur. La couleur, il la reconnaît. La couleur, elle peut amener chez lui une certaine forme de réaction. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle n'est pas capable d'être fascinée par l'harmonie qu'elle fait les couleurs. Comprenez bien ici, je n'ai pas fait un gros amalgame de toutes les notions. Je parle de quelque chose de précis qu'on a appelé Ardout. C'est-à-dire que lui, il voit ici, comme on avait le même exemple qu'on avait dit la dernière fois, on peut donner même un autre, on va l'amener à une symphonie. Ouais. Pour lui, vous jouez du piano, même si vous dites qu'il a une réaction à la musique, vous jouez du piano devant lui, ou juste du saxophone, ou vous l'amenez à une symphonie où il y a des centaines de musiciens qui en même temps vont jouer une symphonie, pour lui, ça ne fait aucune différence. Il ne va pas être plus fasciné par ça que par ça. S'il a aimé ou s'il a réagi au piano, ça ne va pas le fasciner plus parce que là, il y a un piano qui s'est assemblé à un saxophone, qui s'est assemblé à un violon, qui s'est assemblé à un guitariste. Pour lui, ça ne change rien. Il n'a pas réussi justement, au niveau de son naissance, à faire naître quelque chose de nouveau chez lui, une nouvelle émotion, parce que là, il y a eu 3 musiciens en même temps ou qu'il n'y en a eu qu'un seul. Ça ne change rien du tout pour lui. Parce que justement, il n'a pas dans son naissance ce corps Ardout. On a dit tout à l'heure que l'enfant, déjà à l'âge de quelques mois, il est capable d'assembler des lettres pour en faire un mot et pour pouvoir parler. Voilà, quelques mois, c'est un surmoué. Hein. Non. Moi, j'ai dit mon fils, en quelques jours déjà, il a su le faire. Après, il n'a plus jamais dit un mot pendant des mois, mais très vite, au bout de 4-5 jours, il avait déjà dit un premier mot. De naissance. De naissance. C'était un mot qui, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était, mais il avait dit un mot qui veut dire quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il avait la chorma de ça. Justement, c'est ça la différence.
La chokhmah de ça, il l'a pas. Alors, la preuve, c'est qu'il n'arrivait pas peut-être que quand il a réussi à le faire, après il a essayé de le répéter, il n'a jamais réussi à le faire. Parce que justement, c'est quoi qui a agi chez lui? C'est une force qui dépasse la chokhmah. C'est une force qui dépasse complètement la nature. Comment? C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Non, moi je l'ai vu chez deux de mes enfants. Hein? Je l'ai vu chez deux de mes enfants. Mais même, de toute façon, regardez, allez, oubliez celui qui a quelques jours, celui qui a déjà quelques mois. Il parle. C'est pas des mots, hein, Vous rigolez quoi? Il dit maman, il dit papa. Non, pas quelques mois. À quel âge? Quasiment, Vous avez oublié déjà. 9 mois. Vous avez oublié, mais pas du tout. Déjà 7 mois, 7 Ouais, mois, il dit papa. 6 jours. C'est-à-dire, j'ai dit quelques mois. Parce que s'il fait Même à 7 mois, il a une format, chokhmah, il a une conscience, il a un da'at, il est capable de créer quelque chose, d'assembler une voiture à 7 mois. Non. Il n'est pas capable. Pourtant, il est capable de faire quelque chose qui est beaucoup plus grand Il que ça. est capable de marcher. Il est capable de marcher. Pourtant, en vérité, je peux vous assurer que émettre un mot, de dire maman, C'est plus dur. c'est beaucoup plus compliqué que savoir marcher. C'est beaucoup plus compliqué. Il parle quand même très tard, les gosses. Ils parlent pas avant Mais 2 ans. 7 mois, c'est pas très tard. Ben non, ils ne parlent pas avant 2 ans, 2 ans et demi. Encore, ils sont en avant. Mais d'accord, mais même si vous dites 2 ans et demi, il commence à parler couramment, mais vous vous rendez compte ce que c'est la chokhmah, que c'est déjà assembler des lettres et des lettres et des lettres pour créer un mot, c'est ultime. Ah oui, C'est plus dur, encore une fois, d'assembler une voiture c'est plus facile d'assembler une voiture que d'assembler ensemble des centaines de lettres pour arriver à faire une phrase entière. Prendre conscience de ça. Comment c'est possible qu'un enfant de cet âge-là, même s'il a 2 ans et demi, il arrive à faire une phrase entière? Parce que cette force-là, justement, qui s'appelle la hardout, elle dépasse de loin la nature de l'homme. Bien sûr, l'être humain, il a été créé comme ça. Après, effectivement, et surtout sur cette force-là, le juif, lui, il la capte à un niveau qui est beaucoup plus élevé. À un niveau qui est encore au-dessus de ça. Le juif, lui, il a effectivement, par la neshama divine qui est en lui, il a une capacité qui est beaucoup plus forte à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, son corps hardout, il est beaucoup plus haut. C'est-à-dire justement qu'il arrive à le vivre dans son entité. Ça, c'est pas juste quelque chose dont il se sert au niveau de l'action, c'est quelque chose qui va se servir dans tout son binyan, dans tout ce qu'il est. Elle va même être, elle est son impulsion naturelle, elle est son impulsion essentielle, et elle est ce qui va lui donner un sens à sa vie. C'est la quête du juif. C'est ce que ça doit être. C'est ce que ça doit être, Hein? Parce que c'est obligatoirement. Malheureusement, on ne fait pas tous Non, la mais méthode. d'accord. On n'est pas tous dans une recherche de Dieu. Ouais, Mais et en fait, faut la comprendre un tchouva, elle attention. s'appuie là-dessus. En fait. C'est ça la tchouva. C'est ça la elle réflexion de la s'appuie tchouva. sur cette essence qui est tout le temps, Bien ce sûr. qu'on appelle cette fameuse flamme jamais éteinte, la parcelle de Dieu qu'on a en nous. Nachon. Hein? Et D'accord. en fait, soit on la développe et on grandit avec, soit. Exactement. Et c'est ça la tchouva. Mais regardez bien, c'est très intéressant de comprendre quand même que malgré tout, les non-juifs, ils ont quand même une mitzvah de croire en un Dieu unique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas eux aussi faire de la avodah zarah. C'est interdit pour eux. Mais il y a des différences. Si par exemple quelqu'un, un goy, il va croire en un chitouf, d'après le Rama, il ne fait pas d'avera. Si par exemple lui il dit, il y a un chitouf entre Dieu et l'acrobate, et ben d'après le Rama, il n'y a pas d'avodah zarah qui a été fait. Et Nous, après, chez il y a nous, beaucoup de coulottes avec le Rama. c'est Pour le ouais. vol, Mais bon, c'est pas vraiment le vol qu'il a permis, ça, attention. Hein. Mais en tous les cas, d'après lui, pour les goïms, ça rentre pas dans l'interdiction d'avodah zarah. Si par exemple eux, ils vont considérer que il y a un Dieu, ce Dieu il a créé les luminaires, le soleil, les trucs, les étoiles, et que l'étoile après, elle va amener sur moi une shefa qui va m'amener un mazal. Et il va prier l'étoile, exactement. Et ben d'après Rama, c'est pas de l'avodah zarah. Mais pour la Parce qu'il reconnaît. Non, lui, c'est lui qui fait la halakha. Non, mais Dans les 7 lois noachides, il n'y a pas l'avodah zarah. bien sûr.
Bah si, on Bien prend sûr. quasiment ensemble. Oui, c'est là, bien sûr, c'est Ouais, même la Dieu première. est unique. C'est la Bien sûr. première loi. Le monde entier doit croire que Dieu est un. Il n'y a personne qui a le droit de croire en la Vodazara. Ah, c'est la première. Non. Le fait que Dieu est un, Bah, c'est le contre la Vodazara. Ouais. On a appris des badailles que le gars il doit C'est le croire. premier commandement. Ah ouais, je crois que c'est le premier. Ouais, mais la loi, Après, il faut comprendre ce que ça veut dire et tout. Et d'après certains poskim, le chitouf, il n'est pas connu que la Vodazara. Nous, chez nous, le chitouf, c'est aussi grave que la Vodazara. C'est un même quand sauvegarde. tu fais bien quand elle est malade, on regarde le soir, qu'est-ce que. Pour justement Pas qu'on éviter, croit que. ouais. D'accord. Mais maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi finalement, ouais, le chitouf chez nous, il est tellement interdit, il en est tellement rachok misé, alors que finalement, pour lui, le gars, il s'est pas vu comme la Vodazara. Parce que le Kohardout chez nous propulse à une réalisation à ce niveau-là Au-dessus. qui est bien au-dessus, qui a des années-lumière de ça. Ouais. Encore une fois, alors chez l'animal, c'est encore en dessous de Ouais. tout ça. Que lui, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas conjuguer des forces, ce qu'on avait expliqué dans un cours précédent. Lui aussi, il peut conjuguer la combativité, comme on a dit, et la stratégie. Mais c'est pas pour autant qu'il va vivre ça au niveau du nardout shlema. C'est deux choses distinctes qu'il a réussi à faire agir ensemble. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui rentre dans l'essence de son être. Pour lui, c'est une force naturelle. Il sait lier deux choses. Mais nous, c'est pas une force naturelle. Nous, c'est une force justement qui est au-dessus de la nature chez nous. Ça lui donne une proportion à cette force-là qui est complètement différente, qui est bien au-dessus de nos capacités naturelles, qui est au-dessus du sechel, qui est au-dessus de nos émotions, qui est au-dessus de nos actions. Elle va avoir un reflet, cette force-là, elle va être reçue, cette force, par toutes nos forces. Vous voyez la différence? La différence, elle est fondamentale. Par exemple, on avait expliqué que le chesed, une fois qu'il est bien développé chez moi, il va avoir la capacité d'agrémenter, de donner une tendance, par exemple, également, à ma gvoura, à ma rigueur. Le même chesed, il va avoir la capacité de donner une tendance ou d'agrémenter une autre force de mon nefesh, qui va être par exemple, comme on l'avait expliqué la dernière fois, la tmimout, la naïveté, qui est une force importante de l'âme. Mais le chesed ne va pas avoir la même intensité vers la tmimout, la naïveté, qu'elle va l'avoir envers la rigueur. Le Harizal, il nous a dévoilé un schéma au niveau des forces, au niveau des sphirotes. Il nous a expliqué, c'est que schématique, parce qu'en fait, c'est pas vraiment que ça se passe comme ça, c'est juste pour qu'on puisse comprendre les concepts. Ce schéma, c'est du génie. Mais il nous a montré, par exemple, que donc, le chesed, il était face à la gvoura. Ils se font face, ils sont au même niveau, une à droite, le chesed, et une à gauche, la rigueur. Pourquoi il nous a dit dans son schéma ces deux forces-là sur le même étage? Pour nous expliquer, entre autres, qu'effectivement, que le chesed et la gvoura sont proches l'une de l'autre et ont une ashpa l'une sur l'autre qui est très proche. Il va y avoir une influence de la rigueur sur le chesed et du chesed sur la rigueur de manière très forte, parce qu'elles sont proches l'une de l'autre. Pourquoi Od, la tmimout, la naïveté, elle va être loin dans le schéma sphirotique du chesed, pour nous expliquer qu'elle va avoir une ashpa dessus, parce qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres, mais elle va avoir une ashpa qui est moins directe. Donc du coup, qui est moins forte, qui est moins intense. Le Koach Hardout, lui, est quelque chose qui dépasse complètement ce schéma-là, qui est au-dessus de ce schéma-là, qui l'entoure complètement. Pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre qu'en fait, la Hardout, elle touche au même niveau, elle influence avec la même intensité toutes les forces sans exception. C'est du génie de dire ça. Et en parlant, c'est Rambam, c'est le Harizal, etc. Ça comprend. Dans une phrase, le Rambam, ce qu'il a pu nous expliquer. Alors on aurait pu la passer très vite cette phrase. Sache que dans l'homme, le nefesh il est achat. Ok, allez, phrase suivante. Allez, tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe dans un enseignement. Le nefesh homme il est achat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la ma'out du nefesh de l'homme,
elle est définie comme étant le Kohar Ahardut. C'est très puissant. Tant que quelqu'un ne développe pas ce regard de Ahardut à l'intérieur de lui, on a dit que là, il faut s'éduquer à ça, eh bien l'homme, il vit encore de manière qui est très primitive. Il est très proche de la vision de l'animal. Il peut monter un tout petit peu plus haut et monter au niveau du non-juif, mais il peut monter encore vraiment plus haut au niveau de l'essence de son âme et développer donc un regard qui va être celui justement de la divinité. De considérer que tout ce qu'il voit là dans sa vie, tout ce qu'il voit dans le monde, toute l'histoire du monde s'imbrique dans une unité très forte. C'est ce que le Rambam il tend à prouver justement dans son Moreh Nevochim. L'histoire de l'humanité n'est pas une série d'époques qui se sont succédées avec des nations qui ont été toutes de plus en plus fortes, ont toutes amené leur pierre à l'édifice pour justement amener au monde tel ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas des particules. Tout ça, ça fait partie du projet divin dans son ensemble. C'est pas pour rien que Rome a été tout en haut pendant un certain temps, que la Grèce elle a été tout en haut un certain temps, et que justement le Ham Israël pendant ces périodes-là s'est retrouvé justement dans telle nation, justement dans telle nation, justement dans telle nation. C'est pas pour rien. Si on peut éteindre un tout le mazen pendant quelques minutes, parce que je commence à avoir hyper froid, ça vous dérange pas, à moins que vous brûliez. Si on peut éteindre le mazgan, à moins que vous ayez très chaud, je prends 5 minutes, je cherche mon Là, on va rectifier. Tu peux éteindre le chauffage parce qu'un mazgan à 25. Ah, on sait ça. Bon, si vous en pouvez plus, je vais chercher mon La Ahardut, donc, c'est ce qui explique que Achav, qui était un roi impie, il a gouverné le monde entier parce qu'ils étaient unis dans leur pays. Il parle du roi Achav. C'était un roi juif qui avait réussi à unifier. Oui, exactement. Ça se joue. On peut expliquer ça parce que justement, et d'ailleurs ça explique pourquoi, c'est intéressant que vous parliez de ça, ça explique, c'est la période pour en parler, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a détruit le temple d'Afka par rapport au manque d'Ardout. Parce qu'il y avait une Sinat Rinam. Il aurait pu avoir des avérotes qui auraient fait que finalement, elles amènent aussi à la destruction du temple. On dit que là-bas, à cette époque-là, il faisait finalement toutes les fautes. Alors pourquoi finalement cette faute-là particulièrement, elle a agi et elle a détruit le temple, celle de la Sinat Rinam. Donc le contraire de la Hardout. Parce que justement, quand on va créer un gamme, on va détériorer justement cette mida-là, c'est pas juste un gamme particulier dans le Nefesh, c'est justement en fait tout qui est cassé. Elle vient tout rompre. Quand on comprend ça, le regard sur la vie, il change. On avait déjà parlé un petit peu du fait que quand un juif il va dans un collège, quand un juif il va dans une société, quand un juif il va dans une synagogue, dans une communauté, le but c'est pas d'aller dans cette communauté pour aller faire la prière et de se sentir bien et d'être assis à la même place pendant 20 ans et de se sentir en harmonie avec la manière dont on chante là-bas et la manière dont le Rav il explique ses divrei Torah, etc. Regardez que son côté, quoi. C'est de s'imbriguer à l'intérieur de cette société, de cette communauté, pour arriver justement à créer une Hardout Shlema là-bas. Pour arriver pour faire partie de cette communauté. Tout le monde au sein d'une communauté doit prendre un tafkid, doit prendre un rôle. Si je n'ai pas de rôle au sein de la communauté dans laquelle j'évolue, je ne fais pas partie de cette communauté. Non, je suis une particule, je suis un électron libre au travers de cette synagogue, de cette communauté. Attention, il faut faire la différence entre deux choses à ce sujet-là. On peut être par exemple un électron libre ou ce qu'on appelle un marginal dans une société. Pourquoi ? Parce qu'une société, elle a aussi besoin de ses marginaux. Ça, c'est pas un problème. Là, on parlera de la marginalité en tant que Keli Hanefesh. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de problème d'être moi une particule de la société en tant que spécificité. Je suis quelqu'un de marginal. Ça, c'est pas un problème. Ce qu'il ne faut pas justement, c'est que ce Keli Hanefesh qui est la marginalité chez moi, elle fasse de moi une particule au point que je veuille quitter la société, je veuille quitter la communauté et je veuille aller vivre tout seul dans la forêt dans une caravane ou sur un bateau au milieu de la mer. Ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire justement à la Torah. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, je prouve bien mon esprit primitif, je n'ai pas encore réussi à assembler, mais plus qu'assembler, à unifier tous les points de mon existence. Je n'ai pas compris finalement, je n'ai pas réussi à comprendre que l'histoire, que la contemporanéité de ce qui se passe aujourd'hui dans l'existence
a finalement un sens à partir du moment où moi, je m'imbrigue à l'intérieur de cette réalité. Je dois faire partie de la réalité. La marginalité, moi je comprends. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la marginalité? La réalité, elle peut être ou ce qui m'empêche, qui fait un obstacle à la hardoute. C'est un obstacle. Elle peut être ou un obstacle, parce que du coup, en fait, moi, je me définis, je me sors, je m'exclus de la communauté. Ouais. Ou alors, elle peut être juste une spécificité de mon âme qui peut, elle aussi, trouver une place au sein de la société. Si elle sert en tant que Kélia Nefesh, elle est extraordinaire, parce qu'elle va relever, elle va dévoiler ma spécificité, bravo. Si elle devient la maout de mon existence, au point que je me définis en tant que tel, je suis ça, donc du coup, vu que je suis quelqu'un de marginal, je m'exclus de la société, là, ça y est, là j'ai détruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash ne peut plus être. C'est comme un Beth Amikdash où le Lévi, il a dit, bon ben moi je suis marginal, j'irai jouer dans les champs et dans les rêves parties, mais j'irai plus jouer au Beth Amikdash. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin du Hallel chanté pour amener les corbanotes. Si on ne fait pas le Hallel, c'est Mehakev. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence aussi lorsqu'on justement on parle de l'unicité de l'âme. Faites toujours attention à bien différencier dans votre tête. Il y a le Kélia Nefesh et il y a la hardout qui est Maout Nefesh. Ça peut tout changer, ça peut tout complètement débloquer, que des fois on va voir finalement qu'on retrouve des notions qui sont similaires aussi bien dans le Kéli que dans la Maout. Il faut chaque fois faire bien distinguer dans notre tête, dans notre esprit, ces deux sujets qui sont finalement embringués l'un dans l'autre, mais qui sont en fait deux choses qui sont complètement différentes. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? On a été très très loin aujourd'hui. Non? Patrick, on ne vous entend pas. Non, c'est bon. Donc, alors voilà. Donc, si au final tout est Echad, même si je vois la distinction entre l'unicité, le fait de regrouper toutes ces forces, de voir un seul schéma, mais pour arriver au final à Echad. Oui, parce que justement, en fait, il faut comprendre que la distinction des forces, qu'on appelle le givun, les nuances, Hachem a créé un monde plein de nuances qui, à la base, découle de l'unicité. Nous, notre but, c'est de créer justement un chibour, une unicité entre Shamaim et Haaretz. Shamaim est unique. Haaretz va être créé avec des nuances. Mais notre but à nous, Beofen Klali, même on va pas dire Beofen Klali, c'est même notre objectif principal, il est de créer un chibour dans l'unité. Donc en fait, il faut c'est ça aussi dire à Batarton qu'on a dit tout à l'heure, c'est justement réussir à redévoiler l'unicité qui se cache dans les nuances. Comment je vais faire? Et ça c'est la suite du cours, c'est justement en arrivant à retrouver le regard de l'essence, c'est-à-dire le regard sur les choses, de l'unicité. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse justement illustrer cet enseignement et savoir le replacer dans notre vie à nous tous, et qu'on puisse justement commencer à s'en servir. D'accord, que en ce moment, on va dire Yaakov va commencer, il a besoin de faire du sport, son médecin lui a demandé de faire attention à sa santé, et à côté de chez lui, il a trouvé un terrain de golf, donc il va se mettre au golf. À côté de ça, il est chirurgien, donc il a des heures où il est à l'hôpital, etc., chef de service. À certaines heures, bien sûr, il étudie comme tout bon juif, il va au Beth Midrash, et là-bas, il écoute des shiurim qui sont transmis par son rabbin. Il est bien sûr à certaines heures avec sa femme, avec ses enfants, des fois il va visiter ses parents, des fois il va visiter ses grands-parents, et etc. Donc il a une vie bien remplie, et dans chacune de ses fonctions, dans chacune de ses réalités, il va déployer, il va dévoiler des forces qui sont différentes. Pourquoi? En étant chez son rave, écouter un cours, il est obligé d'être à l'écoute, il est obligé de ressentir une certaine soumission face à son rave, à ce qu'il lui explique, et d'accorder des accords de principe sur des choses sur lesquelles il n'est peut-être pas spécialement d'accord au préalable. Dans la Torah, on a toujours le droit de discuter, de ne pas être d'accord, mais pour pouvoir discuter, il faut déjà accepter et d'établir certaines vérités que le Rav lui-même il va établir.
Quand il va être au travail, chef de service, il est dans une autre réalité. Là-bas, c'est lui qui fixe les règles. Quand il est au bloc opératoire, et qu'il va falloir faire comme ça, et qu'il va falloir faire comme ça, c'est lui qui donne un kiboul. S'il y a l'infirmière qui n'est pas d'accord, l'infirmière, elle sort. Mais en tout cas, il n'y a pas à revenir sur ce que lui, il a dit. Donc, en fait, en quelques heures, il est passé d'une particule à une particule complètement différente. Comme on l'avait expliqué pour le Dayan, qui va expliquer pendant plusieurs années, qui va monter les échelons de la Dayanout, et qui va devoir développer la rigueur pendant des années. Ça n'empêchera pas à 2 périodes de sa vie de devoir développer d'autres forces. Donc lui, dans une seule journée, Yaakov, il va faire toutes ces fonctions-là, et donc il va s'exalter, il va s'épanouir au travers de différentes fonctions, de différents états d'âme qui vont être sa vie. Seulement, en vérité, ce que la Réa de l'Ardout, elle rajoute à ça, c'est que il va être capable de comprendre qu'en fait, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans une réalité qui est complètement reliée. C'est-à-dire qu'en fait, que quand il est au golf, il faut comprendre en vérité que ça fait partie du Ratzon Hashem. Si Hashem, il t'a fait habiter dans tel quartier, qu'effectivement, le sport le plus proche de toi et qui te plaisait, c'était justement le golf, c'est justement parce que tu vas avoir quelque chose à tirer de là-bas, comme nous on l'a longuement expliqué, la date est Hashem, mais que tout ça, ce que tu vas retirer de là-bas, ne va pas juste être une particule de ton existence. Tout ça, ça s'imbrigue dans une réalité ardoutite. Ce que tu apprends au golf en ce moment, tu ne t'en es pas encore rendu compte, mais tu apprends à mieux comprendre Dafka Maseret Souka que tu es en train d'étudier justement avec ton rave le matin quand tu vas au Beth Midrash. Ce que tu es en train d'apprendre au golf et dans Maseret Souka, tu apprends à mieux justement gérer ta place de chef de service quand tu es à l'hôpital Hadassah. Ce que tu apprends au golf, dans Maseret Souka, et ce que tu deviens étant chef dans chef de service, ça te permettra d'être un mari encore plus accompli, être un père qui sait transmettre des valeurs à ses enfants, etc., etc. On vit dans une ardoute complète, on vit dans une réalité qui est une. Ce regard-là, c'est le regard qu'il faut arriver à développer constamment dans nos vies. C'est le regard qui nous permet justement d'approcher les choses avec une grande différence. On est fait pour ça. Comprenez bien qu'on a été créé pour ça. Même les mitzvot, on a été créé justement pour accomplir les mitzvot. Mais en fait, toutes les mitzvot, elles aussi, elles sont créées sous cet embrangement justement de force et de volonté d'Hachem. Hachem, on dit, il a 620 volontés. Mais en fait, au fond, ces 620 volontés, elles font qu'une. Elles ne font que ta vie. L'animal, lui, il est capable de manger de la farine. Nous, on ne peut pas manger de la farine, comme on l'a dit. On est obligé de manger de la farine qu'on a mélangée avec de l'eau, qu'on a fait fermenter, dans laquelle on a mis du sel, dans laquelle on a mis du sucre, et on a fait passer, comme la Mishnah le dit, 10 étapes à la fabrication du pain pour pouvoir être consommé. S'il n'y a pas ces 10 étapes-là, et d'ailleurs combien de force on a dans le corps? 10. Combien de force va justement, l'âme va se diviser en 10 forces. C'est justement pour nous expliquer ces 10 facettes, ces 10 façons de faire pour fabriquer du pain, pour bien nous faire comprendre en vérité qu'on est justement une ardoute entre ces 10 forces-là. Et ça va même jusqu'à ce que l'on doit manger, ce que le ikar de la consommation d'un homme, le ikar de son alimentation est avec le pain. On peut bien nous faire comprendre que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on est, va être justement l'unification de ces 10 forces. Tant qu'on ne comprend pas ça, ce qu'il nous dit, on continue à agir avec un regard, avec un regard qui est primitif sur l'existence. Et donc du coup, je ne peux pas avancer, je ne peux pas produire. On le voit bien, c'est très intéressant. On voit bien qu'un enfant à l'école, il apprend, donc on a dit tout à l'heure déjà dès qu'il est petit, à parler. Donc il va déjà commencer à apprendre à lier des lettres. Qu'est-ce que ça va lui faire passer comme deuxième étape? Ça va lui permettre d'apprendre à lire, chose qu'il n'aurait jamais réussi à faire s'il ne savait pas parler. Une fois qu'il sait lire, ça va lui apprendre à écrire, chose qu'il n'aurait jamais réussi à faire s'il ne savait pas lire, s'il ne savait pas parler. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nos forces, elles portent en elles une harmonie. Elles vont toutes
s'embringuer l'une dans les autres. Elles vont tous s'harmoniser. Elles vont toutes faire naître d'autres forces en nous. Tant qu'on va percevoir nos forces comme des choses qui sont distinctes, nous ne sommes pas capables en fait d'avancer. C'est-à-dire que l'une valide l'autre. L'une valide l'autre, Oui. mais exactement. Je ne peux pas valider Malchut avant Boura. Je peux toutes les créer en même temps. On a dit ça, ouais, je peux Si valider. tu travailles d'abord Malchut. Je peux. L'ouverture à l'autre, etc. Bien sûr. Bien sûr. On peut tous. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on comprend ça, on arrive à justement à mener notre barque dans la diversité incroyable de la Torah. C'est-à-dire quel va être mon prochain sujet? Quelle est la prochaine maseret que vous voulez étudier? Alors vous pouvez suivre, avec Ashgacha pratique, les choses en réalité telles qu'Hachem il les décide, c'est souvent le meilleur choix, mais on peut aussi décider, et ça vient pas bien sûr en contradiction avec l'Ashgacha pratique, mais on peut décider en vérité vers quoi on s'avance. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en étudiant tel sujet dans la Torah, je développe telle force justement. Voilà. En étudiant tel sujet, je vais développer les forces du chesed. En appliquant telle mitzvah, en m'investissant plus dans telle mitzvah au lieu de telle mitzvah, je vais réussir justement à développer tel kohar chez moi. Ça, c'est très intéressant. Quelqu'un, par exemple, qui va étudier Rochen Mishpat, il va pouvoir avoir la possibilité de développer chez lui les forces de rigueur à un niveau qui sont extrêmement forts. Mais pas seulement. Il va essayer de comprendre comment aussi, justement, il se lie à l'autre. Comment il va réussir justement à agir avec justice vis-à-vis de l'autre. Ouais. Chaque partie de la Torah, c'est pas... Nous, on débarque en fait, on arrive sur une planète, on comprend, on ne sait pas où on habite. Mais plus on arrive à comprendre justement ce qu'on est en train d'expliquer, plus on arrive à comprendre les nuances, on arrive à comprendre comment les lier les unes entre elles, et plus on arrive à comprendre finalement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que les Mekoubalim, ouais, ils s'appellent entre eux les Yodéachen. Ceux qui étudient le Pshat, alors ils appellent les Pashtanim. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font des choses, mais sans comprendre ce qu'ils font. Les maîtres de la Kabbale, justement, ils ont compris ce principe-là. Ils étudient le Harizal constamment, ils arrivent à comprendre comment créer une ardoute dans la Ishtal Shelut. Comment relier toutes les forces. Ce qui leur permet justement de comprendre ce qu'ils font. Parce qu'ils sont Mahamin, ensuite ils donnent un sens, comme on a expliqué au début du Shiur. Ils vont créer des émotions qui sont propres à cette émouna et à ce sens qui donne les choses. Et ensuite, fin de course, ils arrivent à produire en fonction de ça. C'est-à-dire que quand ils prient, ils appellent ça être mitkaven. Ils font les kavanotes, on l'a entendu déjà, les kavanotes du hari, les kavanotes du rachash. C'est-à-dire que c'est quoi ces kavanotes-là? C'est de savoir diriger, donner une trajectoire à ma compréhension dans la tefila, à mes émotions et ensuite aux mots qui vont sortir de ma bouche. J'ai tout relié, c'est ça la kavana. J'ai réussi à tout relier. Je suis ma'amin b'Hashem, je suis ma'amin que je prie à lui. Je vais justement donner une compréhension à cette émouna. Je vais créer une émotion qui est en rapport avec cette émouna et cette compréhension. Et ensuite, le mot, il sort de ma bouche. C'est pour ça qu'en général, quand ils veulent même ne serait-ce que dire un mot, quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui va faire une bracha avec les kavanas, par exemple du rachat et tout, ça peut durer très longtemps. Alors, quand on n'est pas habitué à ça, c'est très long, ça peut être très difficile à supporter, mais en fait, quand on comprend ce qu'il fait, on comprend qu'il a besoin de plusieurs secondes par mot, parce qu'il est obligé justement d'arriver à avoir toutes les pensées qu'il faut pour relier tout ce qui est à l'intérieur de lui en fonction du mot qu'il est en train de prononcer. C'est un haut niveau. Mais on commence justement ce travail avec le Shmona Prakim en commençant à comprendre évidemment que l'âme, elle existe déjà à ce niveau-là. L'âme, elle s'extériorise, elle vit, elle devient déjà grâce à ce kohar maouti, ce kohar d'essence qui est justement la hardout. Combien de temps il nous reste? La date et Hachem, tu le mets dans le kelim ou dans la maout? La date et Hachem, c'est la trajectoire, c'est le but.
C'est le Maout. C'est la Maout qui s'est exprimée. C'est la Maout qui s'est dévoilée. Ce qu'on a expliqué, quand on a voulu expliquer justement la date et Hachem, comment on a expliqué les choses depuis le départ? On expliquait que lui, il met une kavana de se rapprocher d'Hachem, même quand il va manger son steak, même quand il va aller se promener avec son épouse au parc. Ouais. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître Dieu, Dieu qui est un. Donc en fait, dans toutes ces nuances, il va retrouver Hachem et il va tout relier. Il va donner un sens qui va être ardouti à tout ce qu'il est en train de vivre. Il va ressentir une émotion qui est ardouti. C'est dans les deux, au final. Ouais, c'est l'unicité. C'est l'unification du haut et du bas. La date éternelle, c'est comme ça que je connais Hachem. Parce que sinon, en vérité, je crois en Dieu, mais je ne connais pas Dieu. Il faut bien faire la différence entre ça et ça. Tant que je n'ai pas relié la matérialité avec la spiritualité, je crois en Dieu, mais je ne le connais pas. Parce que je suis ma'amine qu'en fait il fait tout. Mais tant que, j'ai pas vu clairement que sur mon compte en banque c'est lui le boss, eh ben je le connais pas. Je crois en lui. Je suis ma'amine qui s'occupe de la parnassa, mais je le connais pas. Parce que quand est-ce que je vais le connaître? Quand je vais voir comment il agit. Il ne me donne pas l'argent 3 mois avant. Il donne l'argent le jour où j'en ai besoin. La manne. Je commence à connaître Dieu. Je commence à connaître comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il déteste. Qu'est-ce qu'il affectionne plus que tout. Maintenant, ça, où je le retrouve? Je le retrouve dans ma réalité. C'est quoi ma réalité? C'est pas que la réalité gashmite. C'est la réalité spirituelle qui rencontre la réalité gashmite de mon existence. Et je vois qu'effectivement, Hachem est un. Hachem est partout. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà. On continue en Hachem. On en a encore, je pense, il nous manque certaines choses encore.